On va passer ensemble à la prochaine séquence et j'invite nos invités à rejoindre d'ores et déjà la scène. Mes chers amis, on dit que le gouvernement s'étonne de voir les Françaises et les Français vent debout contre la réforme des retraites. On dit que le gouvernement s'inquiète du succès à venir de la prochaine mobilisation. Et le gouvernement, il a raison de s'inquiéter. Pour revenir sur la démolition méthodique de la protection sociale à laquelle s'attelle le macronisme au pouvoir depuis bientôt 6 ans, pour discuter de la meilleure façon de la combattre et pour discuter des alternatives que nous proposons, j'invite donc Arthur Delaporte à venir animer la prochaine table ronde. Lamia et Muriel, s'il vous plaît. Bon, chers amis, merci d'être présents, de sortir de la salle dans le calme et d'accueillir avec l'énergie la plus chaleureuse possible les invités de cette table ronde. Je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Voilà. Encore quelques secondes, le temps que les esprits se reposent. C'est une table ronde importante parce qu'on va parler notamment de l'avenir des retraites, mais si vous avez envie d'en discuter à l'extérieur, c'est possible. Mais si vous restez, c'est encore mieux. Alors vous restez. Bon, alors je vous demande d'accueillir, avec un tonnerre d'applaudissements, notre président du groupe au Sénat, Patrick Caner. Je vous demande d'accueillir, avec un tonnerre tout aussi triomphateur, notre président de groupe à l'Assemblée, Boris Vallaud. L'un comme l'autre, ils se battent et ils mènent une équipe de parlementaires avec brio et talent et humilité. Je vous demande d'accueillir ma collègue Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme, membre de la Commission des Finances et porte-parole du groupe socialiste et apparenté. Je vous demande d'accueillir Lamia El Harraj, conseillère de Paris, adjointe au maire de Paris en charge du handicap. Et je vous demande d'accueillir Muriel Arnaud, Laurent, ah là là, maire de Fézin, je suis désolé. Maire de Fézin. Et donc, voilà, élu à la métropole de Lyon, non? Voilà, j'ai tout faux. Ah là là, j'avais paumé ma fiche. Bon, chers amis, je voudrais juste, avant de passer la parole à mon camarade Patrick Caner, vous lire quelques mots qui ne sont pas de moi. Citoyennes et citoyens, je viens représenter à ce congrès 2 sociétés de Paris. Le droit des femmes, groupe auquel j'appartiens et qui revendique les droits sociaux et politiques des femmes. Les travailleuses de Belleville, association de vente et de production. Je viens toute pénétrée d'estime pour cette grande assemblée, le premier des corps libres élu en France depuis tant de siècles, qui permettent à une femme, non pas parce qu'elle est ouvrière, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire exploitée, esclave déléguée de 9 millions d'esclaves, de faire entendre les réclamations de la moitié déshéritée du genre humain. Écouter nos plaintes, c'est commencer à vouloir être juste. Ces mots, ce sont ceux d'Hubertine Auclair, grande militante de la lutte des droits des femmes. Elle avait 31 ans, c'était aux Folies Bergères, à Marseille,
en octobre 1879. Ces mots forts, ces mots justes, ces mots féministes, elle les a prononcés donc à la tribune du premier congrès du Parti socialiste, donc en 1879. Ils résonnent aujourd'hui parce que les injustices sociales, l'exploitation de la moitié des hérités du genre humain, elle n'a pas cessé. Et si nous sommes ici ce soir, c'est aussi pour en parler et parce que le combat et la lutte continuent. Je vous demande d'accueillir Patrick Kanner, qui mène la lutte depuis les bancs du Sénat. Merci Arthur. Je tiens à préciser que je n'ai pas connu ce congrès de 1873. Je voudrais l'assumer. Merci, mes chers camarades, d'être encore présents. Je sais bien qu'après autant de discours, voilà, on a envie un peu de s'égayer, mais en accord avec la direction collégiale, je tiens à vous dire que tous ceux qui sont ici présents auront une réduction de 50% de leur cotisation pour 2024. J'espère que vous appréciez ce geste amical de notre part. Plus sérieusement, je suis très heureux de me retrouver ici avec nos camarades dans leur diversité, mais en particulier avec, bien sûr, Boris, mon complice, président du groupe de l'Assemblée nationale. Et je voudrais vraiment insister ici, Boris le sait, mais à nous deux, nous sommes la première force parlementaire de gauche au Parlement français. C'est comme cela que nous travaillons, c'est comme cela que nous portons ensemble toute une série de combats, avec nos différences, avec parfois nos contraintes collectives qui peuvent être, qui peuvent nous amener à avoir des positionnements différents, mais toujours dans un dialogue construit. Et c'est très important, et je le dis puisque notre nouvelle direction vient d'être nommée autour d'Olivier, autour de Johanna, autour de Nicolas. Moi, je souhaite vraiment que les relations avec le parti soient de plus en plus fortes pour qu'ensemble, parti et les deux groupes parlementaires, et je n'oublie pas le groupe aussi à l'Union européenne, nous puissions avoir des positions communes qui soient les plus fortes et plus claires possibles. Alors, mes chers camarades, il me revient d'introduire cette table ronde, de dresser un peu le tableau social qu'on a déjà vu en partie dans les interventions différentes de notre pays. Et je voudrais reprendre une citation. Et je vais vous poser la question de qui a dit cela. Nous sommes le 5 septembre 2017 sur France Inter et l'intéressé, interrogé sur Emmanuel Macron, dit mais finalement Emmanuel Macron n'est ni de gauche ni de gauche. 5 septembre 2017, qui est-ce qui a dit cela ? Non, c'est Martine Aubry. C'est Martine Aubry qui, peut-être avant tout le monde, avait eu cette lucidité prémonitoire de ce que serait le quinquennat d'Emmanuel Macron, quand certains pouvaient encore douter, finalement, après son élection, de sa capacité à changer positivement notre pays. Chers camarades, cette prémonition, malheureusement, s'est révélée avec Macron, le maire, qui, depuis 2017, nous vendent finalement toujours la même litanie. Une moindre taxation du capital pour réinjecter des capitaux dans l'économie et produire ce ruissellement des riches vers les pauvres qui devrait régler l'ensemble des problèmes de la société, avec cette vieille théorie qui n'a jamais été officiellement affichée, mais de la main invisible du marché d'Adam Smith qui allait tout régler, et aussi peut-être de cette phrase de François Guizot, « Enrichissez-vous, il en restera quelque chose ». Mes chers camarades, nous sommes non pas devant un ruissellement des plus riches vers les plus pauvres, mais vers un ruissellement des inégalités, avec des cadeaux fiscaux qui n'ont jamais été aussi importants et qui créent une asphyxie fiscale. Christine Pires-Beaune pourrait le dire bien mieux que moi. Christine, tu nous le diras d'ailleurs sûrement tout à l'heure, asphyxie fiscale qui empêche la mise en œuvre de politiques publiques à destination des classes moyennes, qui bloque finalement aussi les moyens pour les classes populaires et qui nuit au combat qui doit être prioritaire aujourd'hui de la lutte contre le dérèglement climatique. Mes chers camarades, la réponse d'Emmanuel Macron, cette réponse de démolition, je reprends le mot qui a été utilisé, c'est faire payer le plus grand nombre pour préserver l'élite financière qui a toujours soutenu Emmanuel Macron. Et les plus grands nombres, ce sont les pauvres.
Je voudrais prendre à cet égard l'expression de Dominique Schelcher, qui est, vous connaissez peut-être, le président de Système U, qui, il y a quelques jours sur BFM, avait été interrogé sur l'évolution du panier moyen de la ménagère dans ces super hypermarchés que vous connaissez. Il disait que les algorithmes de sa boutique avaient produit une alerte. C'était quoi cette alerte? Le 25 du mois, en général, on voit l'évolution du panier, de la ménagère, selon l'expression consacrée. On passe des fruits, des produits frais, de la viande parfois, du poisson rarement, au riz et aux pâtes. 25 du mois. Et dans sa démonstration, il nous disait que maintenant, ce n'est plus le 25 du mois, avec l'inflation, c'est le 15 du mois. Ce qui veut dire que la pauvreté est en train de s'accélérer de manière dramatique dans notre pays. Et depuis 2017, eh bien, cette politique de démolition n'a qu'un seul but pour Emmanuel Macron, permettre, au travers de la bourse, au travers de la suppression de l'ISF, au travers de la suppression de la flat tax, de la mise en œuvre de la flat tax, la suppression de l'exit tax, c'est de permettre finalement aux 20% de contribuables, même plus que cela, les 5% de contribuables, de pouvoir vivre mieux dans notre pays. Mes chers camarades, le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy est une plaisanterie par rapport au bouclier fiscal qui a été mis en place par Emmanuel Macron. Toutes les études le démontrent. Je reprends celle de l'OFCE en 2020, elle est déjà un peu ancienne. Sur les 17 milliards d'euros de gains de pouvoir d'achat pour les ménages depuis 2018, plus de 4 milliards d'euros l'ont été aux 5% des ménages les plus aisés. C'est toujours eux qui en bénéficient. Et pendant ce temps-là, nous nous privons de moyens. Quand je dis nous, l'État, dans une démarche cynique qui est portée par Bruno Le Maire et aujourd'hui par Gabriel Attal. 8, c'est le coût, par exemple, en milliards d'euros pour les finances publiques de la suppression de la taxe d'habitation. Pour les 20% des foyers les plus aisés, une fois la réforme achevée, et elle s'achève. 8, c'est aussi le coût de la suppression en 2 années de la CVAE, cette taxe qui a remplacé de fait la taxe professionnelle. Et si j'y rajoute les à peu près 4 à 5 milliards d'euros de redevances télé qui vont être compensées par l'État, alors que, eh bien, voilà, il y avait une assise financière et fiscale sur le sujet, eh bien, vous faites le calcul, c'est 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros qui, au moins, qui disparaissent des caisses de l'État. Et à un moment donné, eh bien, il faut payer cela. Et toute la logique aujourd'hui du gouvernement, c'est de faire payer les mêmes. Ce gouvernement qui annonce un tabou, le tabou de la hausse des prélèvements obligatoires. Moi, j'ai entendu Olivier Véran dire il y a quelques semaines, nous avons un dogme, le mot n'est pas neutre, le dogme du moins d'impôts. Le moins d'impôts systématique, et bien sûr, par définition, c'est la privation au passage de moyens pour les classes sociales les plus populaires. Aujourd'hui, détenir un portefeuille d'actions ou d'autres produits spéculatifs demeure bien moins fiscalisé que la possession immobilière ou l'investissement des entreprises de proximité. Et quand nos 2 groupes, mon cher Boris, ont porté ensemble une taxation exceptionnelle des assurances-vie, une hausse de la fiscalité des mouvements spéculatifs, la restauration d'un ISF avec une assiette plus large, eh bien, tout ceci a été balayé au profit d'un encouragement de la finance spéculative. Alors, mes chers camarades, les conséquences sont simples. Ça ne vous surprendra pas, les riches sont de plus en plus riches. À eux seuls, depuis le début de la pandémie, les 10 premiers milliardaires français ont augmenté leur fortune de 189 milliards d'euros, l'équivalent de 2 ans de facture de gaz, d'électricité et de carburant de tous les Français. Bernard Arnault, un homme du Nord que je respecte, Bernard Arnault est aujourd'hui devenu l'homme le plus riche du monde depuis le début de la crise. Sa fortune a doublé. Il possède une fortune équivalente à celle de 20 millions de Français. Un homme possède une fortune équivalente à celle de 20 millions de Français. Cette indécence, eh bien, c'est le terreau
de la colère aujourd'hui donc, qui existe dans notre pays. Et puis, je n'oublie pas les entreprises. 40 milliards depuis 5 ans de cadeaux aux entreprises. 40 milliards avec la pérennisation du CICE, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, avec la baisse des impôts de production durant la crise sanitaire, mes chers camarades. Tout ceci, c'est le début de ce qu'on peut appeler ensemble, je reprends cette expression, le ruissellement d'inégalités vers les classes populaires. Sur les 10 dernières années, en moyenne, pour 100 € de richesse créée en France, 35 € ont été captés par 1% des Français les plus riches. Et on va laisser faire. On va laisser continuer cette injustice, ce niveau d'inégalité aujourd'hui. Et tout à l'heure, à juste titre, Johanna Rolland a évoqué la question de la redistribution des richesses dans notre pays. Et Bruno Le Maire qui dit « mais on redistribue déjà bien beaucoup, peut-être même trop ». Je tiens à le dire. C'est vrai que la redistribution permet à 5 millions de Français en 2019, dernier chiffre connu, eh bien, de sortir de leurs difficultés, en partie grâce à notre système de santé et de protection sociale. Mais depuis tous ces cadeaux, depuis toutes ces pertes de recettes fiscales, eh bien, l'équité républicaine est menacée par Emmanuel Macron. Il tourne le dos au Conseil national, non pas de la refondation, ou même de la régression en l'occurrence, mais au Conseil national de la résistance et au modèle républicain qu'il portait en la matière. Le résultat, il est simple. Services d'urgence fermés pendant l'été 2022 dans les hôpitaux, manque de professeurs dans les écoles, multiplication des délais d'attente pour accéder à un médecin, déserts médicaux. C'est ça le résultat de cette politique économique libérale, sans vergogne, cynique, qui multiplie les baisses d'impôts visant les plus aisés et les grandes entreprises, en fin de compte pour prendre aux riches et donner, pour prendre aux pauvres et donner aux riches. On ne compte plus toutes les mesures qui ont été prises en catimini pour baisser effectivement cette politique de redistribution. Alors, pour conclure, ce tableau qui est bien triste. Quels sont les principaux touchés? On y reviendra. Les enfants et les jeunes qui sont les premiers concernés. Et je le dis ici, le refus d'ouvrir les droits du RSA aux 18-25 ans, comme nous l'avons proposé au groupe socialiste à l'Assemblée nationale et au Sénat, est un crime contre la jeunesse de la part du gouvernement. C'est le symbole de cette politique de régression. Un autre symbole, l'hôpital public, qui est en bout de course. Le droit à la santé est menacé aujourd'hui dans notre pays. Et je le dis, le 1er février prochain, le 2 même février prochain, non le 1er, pardon, mercredi 1er février, 31 janvier, on sera dans les rues, eh bien, mon groupe, sous l'autorité de Bernard Jomier, son auteur, qui n'est pas un camarade socialiste, mais qui est membre du groupe socialiste, nous allons porter, et probablement, je le dis à Boris, faire passer une proposition de loi sur l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé. Mes chers camarades, je le dis, si cela passe au Sénat, et je pense que cela passera, mon cher Boris, dans ta future niche, mais je sais qu'il n'y en a plus beaucoup, ou dans une niche d'un autre groupe politique qui peut être intéressé, je serais très heureux que cette solution durable pour l'hôpital public puisse être validée par notre Parlement. Mes chers camarades, un dernier mot. Je pourrais vous parler du manque de moyens des collectivités locales, de la politique de la ville. J'avais prévu de le faire, mais je n'ai plus le temps. Un dernier mot sur les retraites, qui va notamment occuper notre table ronde. Cette réforme des retraites est impopulaire, elle est injuste et elle est aussi inutile. Avec Boris, le 15 décembre dernier, nous étions reçus par Madame Elisabeth Borne. C'était, je crois, la 3e fois. Ouais, quand tu étais malade surtout, et on avait tous peur que nous refile ta saloperie. Super. Un souvenir ému. Comme ça, on aura tous les détails. Elisabeth Borne a eu ce mot terrible. Elisabeth Borne, qu'on présente comme une femme de gauche, c'est ça? Personne, Patrick, personne. Je dis souvent qu'Elisabeth Borne droite dans ses bottes. est de gauche quand elle travaille pour des patrons de gauche.
Elle est de droite quand elle travaille pour les patrons de droite. Et là, manifestement, elle est bien à droite. Elle a utilisé ce mot terrible pour qualifier sa réforme sur le plan financier. Elle a évoqué la notion de rendement de la réforme. Combien va ramener cette réforme des retraites? 18 milliards d'euros quand elle sera aboutie. Et j'espère bien qu'il n'y aura jamais d'aboutissement en la matière. Bien, j'ai envie de dire, Madame Borne, du haut de ce micro, puisqu'elle a besoin de 10, 13, 15 milliards d'équipes, et nous le disons aussi, nous ne sommes pas favorables à garder un déséquilibre financier, même si nous pensons qu'il est bien moins grand que celui qu'on nous prétend. Nous sommes favorables aussi à un équilibre financier des retraites, mais pas avec le moyen qui est le sien, à savoir faire monter l'âge pivot de 2 ans, dans les conditions que vous savez et sur lesquelles nous reviendrons. Bien, mes chers camarades, puisqu'il manque peut-être quelques milliards d'euros, eh bien, du haut de cette tribune, je vous le dis, j'ai trouvé ces milliards d'euros. Quand nous reviendrons aux responsabilités, je vous le dis, nous rétablirons l'ISF, nous supprimerons la flat tax, nous rétablirons l'exit tax, nous recréerons un lien entre les entreprises et les collectivités locales par une fiscalité adaptée, nous taxerons les superprofits, nous taxerons les superdividendes et nous ferons la chasse aux fraudeurs fiscaux dans ce pays. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas 5 ou 10 milliards d'euros que nous trouverons dans ces cas-là, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros et nous préserverons ce système de retraite pour celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin du Parti socialiste pour préserver non seulement leurs droits acquis, mais finalement préserver de la vie aux années. Je vous remercie. Merci Patrick. Merci pour tes propos introductifs. Maintenant, on va échanger un petit peu avec donc, nos invités sur la question donc, des injustices, des inégalités, de cette hausse des inégalités qui touche évidemment en ce moment avec la crise les Françaises et les Français, et de l'incapacité du gouvernement à y répondre, sinon par des réformes encore plus injustes comme celle de la réforme des retraites. Patrick, tu évoquais à l'instant la réforme avec des rendements, c'était le terme employé par la Première ministre, et je souhaiterais, avant qu'on évoque plus largement les politiques sociales, les plutôt antisociales du gouvernement, qu'on s'arrête un instant avec Christine, qui nous explique, Christine, pourquoi est-ce que l'argument de la Première ministre est non seulement absurde, mais en plus intolérable. Pourquoi est-ce que cette réforme ne doit pas dégager des rendements, et pourquoi finalement est-elle simplement budgétairement nécessaire? Alors, merci Arthur. Chers camarades, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, puisque le régime, on nous annonce un régime déficitaire pour les années à venir, on pourrait se poser la question de comment l'équilibrer. Parce que ça devient une nécessité, et parce qu'on nous le présente comme une nécessité. Mais moi, je pense qu'avant même d'argumenter sur la nécessité de la réforme, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elle est nécessaire, cette réforme? Et cette question est légitime. Elle est légitime. Alors, ce qu'il faut savoir peut-être avant, parce que quand on rentre dans une réforme comme celle-ci, avec de tels enjeux, il faut quand même avoir quelques données en tête. En France, actuellement, le montant total des pensions qui sont versées en 2020, c'est 332 milliards d'euros. Mais surtout, c'est 14,4% du PIB. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que souvent, l'indicateur, en tout cas jusqu'à présent, l'indicateur, quand on parle des retraites, c'était toujours que représentent les retraites par rapport à la richesse produite. Parce qu'il ne sert à rien de parler dépenses si on ne parle pas recettes. Et donc, c'est 14,4% du PIB. Alors, on pourrait dire, c'est vrai, 332 milliards, les retraites coûtent cher en France. Avec l'Italie, c'est le pays de l'OCDE qui affiche le niveau le plus élevé. Mais ce n'est pas un problème en soi. Et mettez-vous ça dans la tête, ce n'est pas un problème en soi tant que la dynamique des dépenses est maîtrisée.
Et ce niveau de retraite élevé, c'est d'abord une fierté, c'est un choix collectif, c'est le modèle de société que nous revendiquons, nous, d'autant qu'il est basé essentiellement sur des dépenses publiques. Et vous savez que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le système de répartition, ce n'est pas un système avec des cotisations, mais c'est bien un système par capitalisation avec des fonds de retraite privés. Si je vous dis ça, c'est que notre système de retraite, donc tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est précieux, il est efficace, j'ose le dire, et ça mérite d'être dit. Et la meilleure preuve, peut-être pour vous en persuader, c'est que le taux de pauvreté des plus de 65 ans en France, c'est un des plus bas d'Europe. La moyenne du taux de pauvreté, c'est beaucoup trop, je vous l'accorde, mais la moyenne européenne, c'est 16,8. En France, c'est 10,9. Et surtout, dites-vous qu'en 1970, ce taux était de 35%. Regardez le chemin qu'on a fait entre 1970 et aujourd'hui. Et il faut en être fier, même si c'est encore beaucoup. Nous sommes bien au-dessus de l'Allemagne qui est à 19%. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est le modèle allemand avec 19% de pauvres de plus de 65 ans? Notre modèle de retraite, je vous l'ai dit, c'est une réussite, même si tout n'est pas parfait. Certains parleront ici, et ils auront raison encore, de l'inégalité retraite femmes-hommes, parleront des métiers pénibles qui ne sont pas pris assez en compte, parleront encore de ce taux de pauvreté des plus de 65 ans qui est trop élevé. C'est vrai, mais vous l'aurez compris, notre système, nous voulons le préserver. Et pour cela, nous n'avons pas besoin, je le dis, nous n'avons pas besoin de la réforme proposée par Macron. Cette réforme, elle est brutale, elle est surtout inutile, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, sachez-le, en 2021, le système des retraites était excédentaire, 300 millions d'euros. Le système des retraites en 2022, à la fin de l'année, il était excédentaire, 3,2 milliards d'euros. Alors oui, demain, il va connaître une légère dégradation et le déficit attendu en 2027, c'est 12,4 milliards. Rappelez-vous, 332 milliards de pensions versées, 12,4 milliards le déficit. Ce que je vais vous dire là, vous pouvez le vérifier sur une vidéo à l'Assemblée nationale. Nous avons auditionné le président du corps, Pierre-Louis Bras, et je le cite: « Il n'y a pas de dérapage des retraites en France. Il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Donc le déficit qui est absorbable, le déficit est bien lié à un manque de recettes. Un manque de recettes organisé méthodiquement par le gouvernement Macron depuis plus de 6 ans. Alors, vous l'aurez compris, s'il n'y a pas péril en la demeure, on peut légitimement s'interroger sur le léger déficit et vouloir le résorber. Et là, mes camarades, il y a d'autres alternatives que de vouloir faire travailler les Français 2 ans de plus. Et les alternatives, elles ne manquent pas. On pourrait, et le corps l'a chiffré, on pourrait imaginer que les cotisations patronales, les cotisations salariales qui fondent le régime des retraites puissent augmenter. Et on devrait même s'interroger: pourquoi ne demande pas-on l'avis des Français? Pourquoi on ne leur demande pas s'ils préfèrent travailler 2 ans de plus ou cotiser quelques euros de plus par mois? La réponse, vous la connaissez. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président ne veut pas la poser. On pourrait, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, taxer les plus riches. On pourrait élargir l'assiette des cotisations qui est patronale ou salariale à l'intéressement et à la participation. On pourrait aussi supprimer certaines exonérations de cotisations. Le total des exonérations de cotisations, tout confondu, c'est 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros d'exonération quand vous cumulez tout. Les heures supplémentaires, la niche copée, la transformation du CICE, tout ça, c'est 80 milliards. Faut que j'accélère. Bon. Alors, je voudrais quand même vous parler de la taxation des super profits parce que ça va nous occuper. Si tu veux, Christine, on en reparlera tout à l'heure. Comme ça, on laisse la parole
aux camarades. Je me tais, mais vous l'aurez compris, il y a d'autres façons de faire. Voilà, ta colère, elle est légitime. Et tu portes notre parole à la commission des finances avec Mickaël qui est au premier rang, avec Philippe que je voyais tout à l'heure et avec Christian Baptiste, avec une ténacité et une droiture remarquable. Muriel, quand on entend Christine, on voit que les choix sont possibles, mais on voit aussi le rôle que joue l'État, et c'est ce que tu disais à l'instant dans la réduction des inégalités. Mais quand on dit l'État, c'est l'État au sens large. C'est aussi les collectivités locales qui, quand le gouvernement fait preuve, comme ces dernières années, de défaillance, d'un recul, notamment d'un abandon des communes qui sont confrontées à la pauvreté au quotidien et qui, finalement, doivent mettre en place elles-mêmes des moyens innovants. Et donc, c'est avec la maire d'une ville populaire, avec une maire qui se bat pour ses habitantes dans une grande précarité, que nous avons la chance d'échanger. Donc, Muriel, si tu veux... Oui, juste en quelques mots. Bonjour mes camarades. En fait, Patrick, dans son propos introductif, a eu les mots justes, puisque qui paye, qui est amené à pallier et à payer le désengagement de plus en plus important de l'État, ce sont les maires qui sont en première ligne. Et on l'a vu et on a essuyé les premières... alors, même s'il y avait déjà des difficultés avant, hein, mais on était quand même... dans des accompagnements et un fonctionnement qui nous permettait de pouvoir faire autrement que de pallier à l'urgence et de voir des situations se dégrader vite, mais avec des moyens pour nous qui étaient quand même assez importants et qu'on pouvait anticiper. Mais avec les différents désengagements de l'État sur la fiscalité, sur tout un tas de dotations qui ne nous arrivent plus, ou qui sont gelées ou qui vont diminuer dans les années à venir. Et il va nous falloir être aux côtés de nos concitoyens, comme tu le disais, Arthur, qui sont dans une détresse de plus en plus grandissante, de fait d'avoir traversé une crise sanitaire, d'être face à une crise énergétique, une crise inflationniste, et vers qui se tournent les habitants de nos communes populaires, évidemment, c'est les maires, et qui doivent répondre au plus vite pour faire face à des situations qui sont, comme je le disais, de plus en plus dégradées, et avec des dispositifs de l'État, hein, mais pas que, sur certains... Enfin, je prendrai pour exemple le contrat de ville qui va être réécrit. On est plusieurs... communes à frapper à la porte pour avoir du soutien dans le cadre de la politique de la ville. Tu en parlais tout à l'heure rapidement, Patrick. Et aujourd'hui, on est pour des communes comme la mienne sur des fils et on sait qu'on peut basculer dans des difficultés plus importantes. Et on aura, et moi j'en ai fait... je ne veux pas dire mon deuil, c'est une réalité, on n'aura pas de soutien de l'État. Et parmi les autres collectivités, alors j'ai la chance de faire partie de la métropole, enfin Faisin a la chance de faire partie de la métropole de Lyon, qui a quand même mis en place pas mal de dispositifs, notamment le RSA Jeune, donc qui vient quand même pallier et soutenir les jeunes qui sont en difficulté. Je ne parlerai pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le président est Laurent Wauquiez et qui ferme toutes les portes et ferme tous les robinets et fonctionne avec un certain clientélisme qui pénalise toutes les associations et toutes les structures qui pouvaient aussi être à nos côtés pour parvenir à aider les concitoyens. Donc on est vraiment dans une situation qui se dégrade de plus en plus avec un désengagement de l'État qui va nous mettre de plus en plus à mal, nous les maires, sachant que certains maires socialistes ont pris l'engagement, comme moi je l'ai fait, de ne pas augmenter les impôts et qu'à un moment donné, ça va être aussi très compliqué sur ces aspects-là et sur ces aspects budgétaires. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce que je pourrais en parler des heures, mais en tout cas, les collectivités, oui, vont être, et les maires et les villes vont être amenés à se retrouver dans des situations. Non, mais ce n'est pas que la retraite, c'est les questions sociales au sens large. Je tiens à te préciser. Merci Arthur. Voilà. Mais en tout cas, merci et bravo pour ton engagement. Bravo pour ton engagement face à un État qui abandonne. Et je vois Stéphane
au premier rang, qui est le président du département le plus pauvre de France, face à un État qui abandonne trop souvent les collectivités face à elles-mêmes. C'est souvent une question de choix politique. Et je pense que là où nous avons, nous, un rôle à jouer, c'est que nous pouvons aussi porter une alternative. Donc Lamia, en tant que porte-parole du Parti socialiste aussi, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Quelle parole peut-on porter sur ces sujets ? Moi, j'aimerais vous partager un extrait qui m'a énormément choquée au moment de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. Une députée, Renaissance, ça ne vous étonnera pas, Claire Guichard, la suppléante de Gabriel Attal, a dit « La vie est faite de choix ». Concernant les AESH, elle affirme que les AESH choisissent ce statut pour avoir les mercredis et les vacances scolaires. Elles assument. Je ne vous cache pas que quand j'entends ça, je me dis que soit on ne vit pas dans le même monde, soit il y a une volonté délibérément méprisante à l'encontre du plus grand nombre, soit je n'arrive pas à expliquer ce type de propos. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une réalité factuelle que tu exposais dans les collectivités territoriales, au quotidien, typiquement sur les AESH. Toutes celles et ceux parmi vous qui sont engagés dans les collectivités connaissent les difficultés actuelles de recrutement des AESH, non pas parce qu'elles veulent avoir les mercredis et les vendredis de libre, mais parce que la rémunération est tellement faible, avec des horaires tellement en pointillés, que souvent, bien sûr, ce sont des femmes qui assument ces missions, et souvent, ce n'est pas suffisant pour leur permettre de vivre dignement. Et c'est là où on touche du doigt, je pense, nous, un des grands défis qui a été évoqué tout au long de notre débat depuis maintenant 2 jours, c'est comment est-ce qu'on est en capacité de changer la vie des gens ? Comment est-ce qu'on est en capacité de recréer, réinventer un modèle qui permette à chacune et chacun de travailler en remettant le travail au cœur de nos débats et de nos préoccupations, avec un enjeu fondamental qui est celui du salaire digne, qui permette à chacun non pas de pouvoir acheter, donc le pouvoir d'achat, mais de pouvoir vivre, en ayant aussi l'opportunité de profiter de son temps libéré. Donc comment est-ce que nous aussi, en tant que socialistes, on est en capacité de reparler de cette notion de temps libéré ? Le travail, il n'a pas vocation à être purement aliénant, il a vocation à permettre à chacun de pouvoir vivre, de pouvoir disposer d'un certain revenu qui permette de profiter de ses loisirs, des vacances, du temps libéré. Et là aussi, quand on voit, et ça a été brillamment exposé par Christine, quand on voit la question des équilibres budgétaires, la réalité de cette réforme des retraites, c'est qu'elle ne s'appuie absolument pas sur une motivation économique. Elle s'appuie sur un choix politique délibéré, qui est celui de favoriser les plus riches et de faire payer le fameux « quoi qu'il en coûte » du Covid aux classes moyennes, aux travailleurs, aux femmes, en expliquant que tout ça n'est pas grave. Là aussi, je reviendrai sur les propos de Franck Riester ou de Gabriel Attal, qui ont quand même dit « les femmes savent, en gros, je vous la fais courte, mais les femmes savent que de toute façon, elles sont défavorisées par rapport aux hommes ». Ah, bah écoutez, je croyais que le rôle des politiques publiques, c'était de changer les choses et de défendre le progrès social, de défendre la justice sociale, de défendre l'égalité réelle. Mais ce n'est pas la vision que porte aujourd'hui Emmanuel Macron. Et ce n'est pas la vision qu'il porte depuis maintenant 2017. Patrick l'a dit tout à l'heure. Tout ça, ce sont des choix politiques. Et là aussi, je pense que l'un des grands enjeux que nous avons dans les chantiers qui vont s'ouvrir devant nous ces prochains mois, c'est de réavoir un projet qui permettent de réinventer les choses pour changer la vie de façon très concrète. Patrick évoquait la réinstauration de l'ISF, si nous revenions en responsabilité. Je pense que sur la question des retraites, il y a aussi un certain nombre de débats qu'on pourrait avoir. Est-ce que notre responsabilité n'est pas de retravailler sur les fameux critères de pénibilité qui ont été supprimés par Emmanuel Macron en 2017, qui sont réintroduits là et on nous le présente comme étant une avancée. C'est pas une avancée, c'est juste que vous vous êtes trompé et donc là vous les réinstaurez et vous nous expliquez que c'est grâce à vous, mais pas du tout en fait. Et là aussi il faut que nous on soit extrêmement clairs dans la façon de leur expliquer que c'est leur responsabilité. Mais reconsidérer peut-être aussi les critères de pénibilité.
en se disant que la retraite, pourquoi pas avoir une retraite qui soit progressive dans le temps, avec une baisse progressive du temps de travail, avec la possibilité pour les métiers les plus difficiles de pouvoir partir à la retraite beaucoup plus tôt que 60 ans, pourquoi pas. Ce débat-là, il faut aussi qu'on l'ait. La diminution progressive du temps de travail, avec dans l'esprit la possibilité aussi de pouvoir avoir un accompagnement des personnes qui rentrent en retraite, de façon à ce que progressivement elles profitent aussi de ce temps-là qui se libère, avec une vraie réflexion sur le montant aussi des pensions de retraite. Voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement. Donc tout ça est un choix politique délibéré, celui de la casse sociale, qui ne fait plus aucun doute aujourd'hui pour ceux qui en doutaient encore. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, merci Lamia, c'est pourquoi aujourd'hui on est mobilisé aussi pour s'opposer à cette politique à partir depuis hier en commission des finances et puis à partir de lundi matin en commission des affaires sociales sur la question des retraites. Je vais juste revenir pour préciser un point ce que tu as dit, la question de la pénibilité. Aujourd'hui, on nous dit on va faire une grande œuvre de pénibilité. Et moi-même, jusqu'à lire le texte, je croyais qu'ils allaient naïvement réinstaurer les 4 critères de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron. Ben, figurez-vous que quand je prends le guide qui a été envoyé à toutes les fédérations, excellent guide, et c'est pour ça que je l'ai apporté ici, réforme des retraites, et donc toutes les fédérations ont reçu ça, donc j'espère que chacun d'entre vous dans la salle s'est approprié ces 67 pages de fiches. Fiche numéro 11, l'impact de la réforme sur les carrières pénibles. Alinéa 3. Alinéa 4. Enfin, le gouvernement refuse de réinstaurer les 4 critères de pénibilité supprimés en 2017 et exclut donc une majorité des travailleurs. Donc même ces 4 critères de pénibilité, notamment l'exposition aux produits chimiques, un certain nombre de critères de pénibilité, il y en avait 4, port de charges lourdes aussi, avaient été supprimés. Il refuse de les réinstaurer. Il nous promet un fonds pour financer la pénibilité, doté d'1 milliard d'euros sur le quinquennat. Mais finalement, c'est du pipeau, enfin c'est rien. Ça financera uniquement quelques actions des employeurs en faveur de la pénibilité, mais on n'est même pas sûr que ça sera doté de ressources nouvelles. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention, tout comme le fait qu'on dit bon, on va financer la formation, etc. Mais il n'y a pas de traduction législative de tout ça, et surtout il n'y a pas à ce stade de retour en arrière sur la suppression des critères de pénibilité que les socialistes avaient instaurés, et donc il n'en reste plus que 6 sur les 10 qui avaient été faits. Donc n'hésitez pas à lire ce petit document fort instructeur pour être mieux armé, parce que votre enjeu, j'ai dit instructif, j'ai dit quoi ? Instructeur. Ah non, vous êtes les magistrats instructeurs. Pardon. Nous sommes tous des instructeurs en puissance, et donc nous avons aussi ce devoir en tant que cadre et responsable socialiste d'aller à la rencontre des uns et des autres pour expliquer que les mensonges du gouvernement, ils sont partout. Je vais juste m'arrêter une petite seconde sur la question, parce qu'elle est liée à la réforme de l'assurance chômage. Vous savez, le gouvernement a fait voter une réforme qui n'a pas rencontré une contestation sociale extraordinaire. C'était il y a maintenant 2 mois, et donc aujourd'hui, on est le 28 janvier. Le 1er février, elle va rentrer en vigueur. À partir du 1er février, l'ensemble des chômeurs va voir sa durée d'indemnisation réduite d'1 quart. 1 quart de moins, c'est en théorie 6 mois, parce que vous allez passer de 24 à 18 mois d'indemnisation. Sauf que pour les travailleurs seniors, 1 quart, c'est passer de 36 mois à 28 mois. C'est 8 mois de moins pour les travailleurs seniors qui sont exposés à un risque de chômage et qui, quand ils rentrent dans le chômage, ont beaucoup moins de chances de retrouver un travail. Et aujourd'hui, on nous promet qu'on va avoir une attention particulière sur l'emploi des seniors. Mais que va créer cette réforme ? Quand on sait qu'on allonge l'âge de départ à la retraite, on crée 1/3 sur cette catégorie d'âge, 1/3 de chômeurs en plus. Or, c'est du chômage de longue durée. Et c'est des gens qui vont se retrouver privés, au bout de 2 ans, de leurs indemnités chômage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont se retrouver au RSA. Et quelle est la différence entre le RSA et le chômage ? Non seulement c'est évidemment un montant moins important, mais c'est aussi qu'on ne cotise pas, qu'on n'ouvre pas de droits nouveaux à la retraite. Et que finalement, ces nouveaux chômeurs qu'on va créer, on va également leur réduire leurs droits à la retraite, en repoussant l'âge légal de départ.
Voilà, donc vous voyez, en fait, il y a un lien entre toutes ces réformes, c'est qu'elles se traduisent à chaque fois par plus de précarité et par un poids plus important qui pèse sur les plus précaires. Alors, avant de passer la parole à notre éminent camarade pour conclure, je voudrais... je parle... alors, je sais, il est pas si grand, mais il est éminent. C'est Boris Vallaud. Je voudrais repasser la parole une seconde à Christine, parce que je t'avais coupé au moment où tu évoquais le sujet de l'ISF. Parce que Lamia indiquait... La taxation des super-profits, pardon. Lamia évoquait les questions de choix politiques. Et finalement, ça a été un combat qu'on a mené, et je te laisse le développer, mais voilà, c'est un choix politique. Oui, mais qu'il faut bien mettre en relation effectivement avec la question des retraites aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on nous présente cette réforme des retraites comme nécessaire pour équilibrer le système des retraites, soi-disant pour combler les déficits à venir. Je vous ai dit tout à l'heure, alors peut-être, et je m'en excuse avec un peu de fougue, que c'était faux, archi faux, et qu'on n'avait pas besoin de réformer le système des retraites pour cette raison-là. On peut décider de réformer les retraites parce qu'elles sont pas suffisamment justes encore, notamment en termes d'égalité hommes-femmes, notamment en termes de prise de pénibilité. Mais ce n'est pas la raison financière. Et d'ailleurs, je vous rappellerai juste que Macron, il y a quelque temps, ce n'était pas la justification qu'il nous donnait. On nous a présenté cette réforme des retraites comme devant ramener de l'argent supplémentaire pour l'école, pour la santé, pour toute autre chose d'ailleurs que pour l'équilibre des retraites. Donc, premier point. Alors, taxation des super-profits. Depuis des mois, et depuis l'été dernier, nous sommes plusieurs, pas que le Parti socialiste, nous sommes plusieurs, tous les partis de gauche, voire même au-delà, puisque le MoDem avait lui aussi son amendement, à vouloir mettre à contribution les super-profits. Alors, le maire ne savait pas ce que c'est, mais je crois qu'il a compris qu'il existait bien des surprofits, qu'il a été obligé de comprendre parce que l'Europe l'y a obligé. Mais l'idée, c'est de dire que quand vous avez des entreprises qui, juste parce qu'elles bénéficient d'un contexte et non pas parce qu'elles ont eu de l'innovation, de la recherche ou parce qu'elles ont découvert je ne sais quel produit miracle. Non, tout simplement parce que le contexte fait qu'il y a de la spéculation et que donc, parce qu'on a ce contexte géopolitique, elles font des profits exceptionnels. On est en droit, je pense, de leur demander de contribuer à cette situation exceptionnelle que nous connaissons, qui touche évidemment les Français, les collectivités locales et nos entreprises. Et donc, on a essayé à plusieurs reprises, autant Patrick que Boris, qu'Arthur, que tous les parlementaires qui sont dans la salle, vous savez le combat qui a été mené, le combat âpre qui a été mené pour arriver à avoir des milliards, parce que ça se chiffre en milliards. On recommencera dès la semaine prochaine, je vous le dis, dès la semaine prochaine, nous aurons en commission des finances une nouvelle proposition de loi dont Olivier Faure est le premier signataire pour taxer les super-profits. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va rajouter à cette proposition de loi qui reprend ni plus ni moins le RIP. Vous avez suivi le référendum d'initiative populaire qui malheureusement s'est qui s'est malheureusement soldé par un échec puisque nous n'avons pas passé la barre du Conseil constitutionnel. Mais comme nous sommes têtus, nous avons redéposé donc cette proposition de loi. C'est identique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des entreprises qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires, vous voyez que ce n'est pas la petite épicerie du coin, on est sur moins de 700 entreprises en France. À partir du moment où elles ont fait des bénéfices supérieurs à une moyenne triennale de 1,25 au-dessus, eh ben, on peut leur demander une contribution. Cette contribution exceptionnelle, elle rapporterait des milliards et il faut les mettre en lien avec les 12,5 milliards de déficit annoncés pour les retraites. Donc ça a bien un lien. Et je vous annonce d'ores et déjà, pour ceux qui lisent Le Canard enchaîné, vous avez vu l'article sur les concessions autoroutières. Et vous avez vu ce fameux rapport commandé par Bruno Le Maire lui-même
et qui, depuis 2011, dort sûrement dans son placard et qui n'a pas été rendu public. Donc, 2021, pardon, 2021. Et donc, nous aurons des amendements à notre propre texte pour faire en sorte que les autoroutes, les concessionnaires autoroutiers soient eux aussi mis à contribution. Ce n'est que justice. C'est des choix politiques que ne fait pas le gouvernement. C'est-à-dire il aurait pu choisir de mettre à contribution les plus riches et finalement il fait payer de leur vie les plus pauvres. Ce gouvernement, depuis 6 ans, en fait, il est fort avec les plus faibles et il est faible avec les plus riches. Voilà, c'est tout simplement ça. Et il continue à nous de faire l'inverse, à nous de dire que oui, dans ce pays, on produit beaucoup de richesses. Hein. Pour ça que je vous parlais tout à l'heure du pourcentage. Que représentent les recettes dans la richesse produite? On est à 14,4% de PIB, mais surtout, message important du corps, dans les années qui viennent, on va stabiliser ce pourcentage. Et non seulement on va le stabiliser, mais au-delà de 2050, ce pourcentage va même baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, qu'on n'a pas besoin de faire cette réforme des retraites. Voilà. Bravo, merci Christine. Patrick, tu voulais rajouter un... Oui, seulement une petite information, parce que nous sommes toutes et tous sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai évoqué la niche du groupe socialiste au Sénat du 1er février avec un des 2 textes, à savoir donc la PPL de Bernard Jomier sur l'avenir de l'hôpital public. J'espère que vous la soutiendrez, y compris par le relais que vous ferez dans vos réseaux sociaux. Mais il y a un 2e texte, et qui intéresse particulièrement nos camarades de l'Assemblée nationale, c'est que nous avons inscrit dans notre niche le texte que vous avez adopté à l'Assemblée sur la constitutionnalisation de l'IVG. Bravo. Et je tiens à le dire, on va tout faire, malgré la droite réactionnaire et lubrique qui existe au Sénat, pour... Il a vraiment dit lubrique. Vieille expression maoïste. Bon, on va tout faire pour faire passer ce texte. Mais je vous assure que si chacun d'entre vous, sur la communication que nous allons porter au niveau du groupe, vous pouvez relayer sur vos comptes Twitter, sur Facebook, etc., il faut faire la pression. Ce droit à une nouvelle liberté doit être intégré dans la Constitution. On voit bien ce qui s'est passé ailleurs au niveau international. Mes chers camarades, ce combat a été porté et gagné à l'Assemblée nationale. Il faut tout faire pour qu'au Sénat, on puisse aussi le porter et le gagner. Merci Patrick. Et rendons aussi, puisque peut-être que Boris aurait pu le dire aussi bien que moi, mais c'est aussi les socialistes à l'Assemblée qui avaient commencé à porter ce combat il y a 1 an de cela en déposant une proposition de loi constitutionnelle, combat qui a été repris donc dans sa niche par la France Insoumise et soutenu par le groupe Renaissance et l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale, à l'exception de la droite et de l'extrême droite. Voilà, donc c'est un combat transpartisan et c'est une initiative originement socialiste. Et je pense qu'il faut qu'on le rappelle. Boris, si tu veux nous adresser quelques petits mots de conclusion dans un grand discours. Bon, mes camarades, mes chers amis, je vois que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes restés. Je vous en remercie. J'ai compté les députés présents, ils ne sont pas tous là. Mais enfin, je sais que l'habitude de fréquenter la buvette est une sorte d'atavisme chez nous et c'est assez irrépressible. Non, plus sérieusement, mes chers camarades et mes chers amis, beaucoup de choses ont été dites de façon fort argumentée et fort savante. Et nous avons partagé avec les militants il y a quelques jours ce à quoi Arthur faisait allusion, c'est des fiches argumentaires qui vous permettent partout en France d'aller apporter la contradiction à tous ces menteurs du gouvernement et à leurs valets qui, élus députés, prétendent servir l'intérêt général. Donc soyez armés dans les combats qui s'annoncent et qui vont être âpres. Cette réforme des retraites, cette réforme qui est une réforme à la fois brutale, injuste, inique, que le gouvernement veut à toute force alors que pas un Français n'en veut, sauf peut-être Éric Ciotti et peut-être un peu seul, puisque j'entends que dans les rangs des Républicains à l'Assemblée nationale, certains se désolidarisent. Eh bien, je voudrais la qualifier, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans d'autres meetings,
en empruntant les mots de ceux qui furent nos glorieux aînés dans des combats qui furent eux aussi difficiles et bien souvent victorieux. J'emprunte ces mots à la CGT qui, en 1910, à propos d'une réforme déjà inique, disait cette réforme, eh bien, c'est la retraite pour les morts. Et je le dis à nouveau ici à propos de cette réforme, c'est la retraite pour les morts. Alors évidemment, ça n'est sans doute pas germinal. Bien sûr, ça n'est pas germinal grâce à nous, la gauche, les partageux, les utopistes, mais c'est difficile tout de même et nous l'entendons un peu partout en France. Vous, comme nous, au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est terrible tout de même, ces vies difficiles, ces vies laborieuses, ces métiers pénibles, qui est un mot désagréable, peut-être pénible même, aux oreilles d'Emmanuel Macron, mais que nous revendiquons d'utiliser. Ces métiers pénibles qui rongent, qui grignotent. Partout dans les pays, nous en avons le témoignage de ces dos cassés, de ces articulations abîmées, de ces âmes lessivées, de ces poumons mités, qui disent quelque chose de l'âpreté et de la dureté d'un certain nombre de métiers. Ce n'est pas germinal, bien sûr, mais je crois que l'on peut admettre ensemble que c'est difficile d'être ouvrier des hauts fourneaux dans la chaleur, que c'est difficile d'être manœuvre du bâtiment dans les froidures, et je crois qu'il n'y a guère que François Patria pour s'imaginer que les ouvriers du bâtiment ont des exosquelettes, comme quoi on peut dire des exoconneries, même quand on est sénateur. C'est difficile d'être ouvrière de l'agroalimentaire. C'est difficile d'être égoutier, d'être manœuvre, d'être aide-soignante, auxiliaire de vie ou AESH qu'on ne choisit pas pour le confort du mercredi après-midi ou des week-ends, quand on sait à quel point il est difficile de vivre de ce métier indispensable. Honte à cette députée qui a eu ces mots, non pas malheureux, mais signifiants. Vous savez, le propre des libéraux est de croire au destin de perdants. C'est tout l'inverse qui nous anime dans nos combats. Vous l'entendez comme moi, beaucoup de femmes et d'hommes nous disent « Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 64 ans. Je ne me vois pas avoir l'âge des hommes et des femmes que je viens aider chez eux, que je viens aider à faire leur toilette en établissement. » Ces métiers difficiles, les hommes et les femmes dont je parle, des femmes beaucoup, eh bien, elles l'exercent avec fierté, avec dévouement. Mais la réalité objective, vous le savez, et que nous devons dénoncer sans cesse, c'est que nous ne sommes pas égaux face à l'espérance de vie. Qu'un égoutier meurt 11 ans avant la moyenne, qu'il y a 7 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, et que c'est insupportable à la conscience socialiste qui nous guide. Cette réforme, je le redis, c'est la retraite pour les morts. Alors, évidemment, j'ai entendu tous les éditorialistes de droite dire Vallaud, il est quand même d'habitude plus mesuré, il a pété un plomb, il a dû être contaminé par je ne sais quelle tendance politique. Et je m'avançais en disant qu'un quart des plus pauvres étaient morts à 62 ans. Et si cette statistique peut être discutée, j'en avance une autre. Après cette réforme, il y aura 10 000 Françaises et Français de plus qui n'attendront pas l'âge de la retraite. C'est 3 fois le nombre des tués sur la route. Voilà, au fond, déjà l'un des premiers bilans que nous pouvons attendre de la réforme du gouvernement, de cette retraite pour les morts. Cette réforme, elle aggrave toutes les injustices. Elle approfondit toutes les inégalités. Elle ne pense aucun mot. Ne croyez pas ces mystifications de l'exécutif. Ne croyez pas Marlène Schiappa quand elle dit que c'est une grande réforme qui viendra servir la cause des femmes. C'est un mensonge, c'est tout l'inverse. N'allez pas croire Olivier Dussopt. Je savais qu'il y avait moyen de se faire plaisir. Lorsqu'il prétend qu'il n'y aura pas de perdants dans cette réforme. Moi, je suis toujours fasciné lorsqu'on nous explique qu'il n'y aura que des gagnants dans une réforme qui fait 18 milliards d'économies sur le dos des plus modestes. Après cette réforme, pour les plus modestes, donnons des chiffres très précis, pour 40% des hommes les plus modestes,
la probabilité de ne pas atteindre l'âge de la retraite sera 2 fois plus élevée que pour les 10% les plus riches. La probabilité d'avoir une retraite de moins de 5 ans sera là aussi au double de la moyenne nationale. Et pour les femmes, eh bien, vous le savez, elles auront, pour certaines tranches d'âge, à cotiser et à travailler 2 fois plus longtemps que les hommes. Pour les femmes nées en 1972, elles auront à cotiser 8 trimestres de plus, 4 seulement pour les hommes. La grande cause du quinquennat est en réalité le patriarcat. Alors voilà où nous en sommes. Je sais que vous ne le découvrez pas tout à fait. Voilà comment est ce président. C'est quand même le Garcimore de la concertation. Là, je m'adresse plutôt aux générations 62, qui seront les premières victimes de cette réforme. Et aux plus jeunes, je dis que Garcimore, c'était un magicien qui ratait tous ses tours et qui les terminait en disant « ça ne marche pas ». Bah, la concertation avec Macron, ça ne marche pas. Pas plus d'ailleurs que la justice sociale. Il en est le Tartuffe, il n'est jamais avare d'un bon mot pour cacher de mauvaises manières. Il est en réalité une sorte de syndic de faillite de la République sociale et c'est la raison pour laquelle nous le combattons. Il s'engage à contresens du progrès humain, à contresens de ce chemin long, de ce combat exigeant qui fut celui d'Ambroise Croizat, qui consistait à ne pas faire de la retraite l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Il en prend évidemment le chemin inverse, et en cela, il n'est pas un réformateur, il est de toute évidence un liquidateur. J'ai dit que cette réforme était la retraite pour les morts. Elle est aussi, disons-le assez clairement, un impôt sur la vie des gens. Un impôt sur la vie des plus pauvres et des plus modestes. Et songez à ce qu'est la philosophie de ce gouvernement. Et nous en avons vu chacun des aspects dans les interventions précédentes. Après le quoi qu'il en coûte, il va en coûter à tous ceux que nous avons applaudis à 20h. Il va en coûter aux caissières, il va en coûter aux éboueurs, il va en coûter aux ouvrières de l'agroalimentaire, il va en coûter aux aides-soignantes, aux infirmières, à toutes celles qui ont tenu le pays debout et qui espéraient des éclats de nos voix et de nos mains à 20h. Ils peuvent rentrer dans l'ombre, leur dit le gouvernement, nous ne l'acceptons pas. Cette réforme, c'est un impôt sur la vie des gens parce que c'est eux qui vont passer à la caisse. Christine l'a dit, qui va payer la crise? Pas les multinationales qui ont fait des super profits, qui ne se sont pas seulement, pour un certain nombre d'entre elles, enrichies pendant la guerre, mais parfois enrichies de la guerre en demeurant en Russie alors que Poutine attaquait sauvagement l'Ukraine. Ce ne sont pas non plus les patrons du CAC 40 qui ont vu doubler durant l'année 2021 leur rémunération. Ce ne seront pas non plus les titulaires de grands patrimoines qui ne verront pas l'ISF les mettre à contribution. Non, vous avez compris, qui va payer? Les pauvres. C'est vrai qu'ils sont plus nombreux que les riches, mais comme le disait Patrick tout à l'heure, il suffit d'un riche pour avoir en face, dans la balance, 20 millions de Français modestes. Voilà à nouveau ce qu'est cette réforme, un impôt dégressif. C'est injuste, c'est inique, c'est cynique, mais c'est Emmanuel Macron et ses valets sans talent, dont certains viennent de la gauche, mais je dois leur reconnaître quand même une forme de constance. Olivier Dussopt était en 2010 contre la retraite à 62 ans. Mais il est toujours contre la retraite à 62 ans. Alors, mes amis, je suis heureux que ce congrès s'achève, au fond, dans une concorde exigeante dans laquelle chacun a pu dire ses différences, ses nuances, pour se rassembler sur l'essentiel, parce que mardi, nous avons à être dans les rangs de ceux qui s'opposent à cette réforme. Nous le serons avec l'ensemble des organisations syndicales, avec Martinez et Berger. Nous y serons avec tous les partis de gauche. Nous y serons surtout
avec la quasi-totalité des Françaises et des Français. Et je voudrais partager avec vous, en conclusion, la description de ce que furent les obsèques d'Ambroise Croizat et le visage qu'avait à ce moment-là la foule reconnaissante qui s'était reconnue. Et je voudrais que mardi, les Françaises et les Français dans la rue aient ce même visage. Il était écrit dans un compte-rendu de l'Humanité, lecture que nous ne nous départissons pas, c'était alors comme un fleuve, œillets, lilas par milliers, des couronnes sur toute la largeur de la rue, par milliers sur des kilomètres. Mineurs du Nord ou d'Alès, en bleu, lampes aux côtés, métallos de Citroën ou de Renault, échappes élus barrés d'écharpes. La France entière s'était ici donné rendez-vous. Alors, socialistes, je vous donne rendez-vous par les rues en France, mardi, et s'il faut poursuivre, poursuivons. Merci. Bravo! Merci à toutes et tous pour votre attention et on cède la place au génial Luc Broussy. Et néanmoins Alors, vieux.